Coucou Emeline, Coucou Rachel. je suis trop contente. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode de Hour et on en est déjà au troisième épisode. C'est juste trop génial. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui nous touche particulièrement à toutes les deux, le sujet de l'importance d'une communication claire dans toutes les sphères de la vie. Et justement, on s'est posé plein de questions quand on a préparé cet épisode parce qu'en fait, on se questionnait aussi sur l'importance d'avoir vraiment une communication claire, limpide, que ce soit envers nous ou envers les autres, pour justement bien se comporter en société. Je pense que déjà on peut se poser la question du pourquoi une communication n'est pas claire, n'est pas limpide. Je pense qu'on peut commencer avec le biais de perception sur le fait que la personne a un vécu, a des émotions en fonction du sujet de la discussion, mais a aussi des croyances limitantes aussi. Ouais, je suis tout à fait d'accord et je pense aussi qu'il y a aussi les peurs qui rentrent en jeu, c'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un va communiquer quelque chose sur lui, il va avoir peur peut-être soit de blesser l'autre, soit de pas se montrer tel qu'il est réellement. Et on peut revenir sur le sujet de la semaine dernière qui est la vulnérabilité. Et ça, c'est aussi hyper important de comprendre que pour avoir une communication claire, il faut vraiment que d'abord la communication passe par nous-mêmes et qu'on soit au clair avec ça, parce que sinon, on ne pourra pas se positionner face à l'autre et face à la société aussi. Et ça, c'est hyper important à comprendre que les peurs ont une place énorme et ont une place très importante du coup dans le sujet de la communication. Je pense qu'il y a aussi les peurs sous-jacentes. Le fait, du coup, comme tu dis, le fait d'avoir peur d'être blessé et de blesser l'autre. Et on peut aussi parler de l'hypervigilance. L'impact d'une éducation peut-être instable qui crée une hypervigilance chez l'enfant, puis chez l'adulte, et qui du coup crée en fait une peur du conflit, une peur en fait de cette discussion, et donc du coup qui engendre une mauvaise communication avec des sous-entendus par exemple. Pour le coup, là, la communication, c'est vraiment quelque chose qui me parle vraiment énormément parce que moi, au sein même de ma propre famille, la communication était déjà très compliquée. On n'a jamais appris, que ce soit mes parents, encore une fois, ma sœur, ma famille en général, à vraiment verbaliser ce qu'on ressentait au plus profond de nous. Donc en fait, dès qu'on avait envie de rentrer en communication avec quelqu'un, l'autre personne en face avait l'impression d'être attaquée systématiquement. Du coup, moi, j'ai grandi dans un environnement comme ça où la communication hyper bienveillante, c'était pas du tout dans mon environnement, quoi. C'était vraiment plutôt l'impression d'être attaquée constamment. Et donc, moi, j'ai pas forcément appris à bien communiquer. Donc, pendant très, très, très longtemps, je n'étais pas une bonne communicante. Mais pas une bonne communicante comme là, je suis en train de faire. Pas une bonne communicante avec mes pères, avec mon conjoint, avec ma famille, avec mes parents, avec ma sœur. Et en fait, j'étais très souvent dans l'attaque de l'autre, pas du tout dans les ressentis de ce que je percevais et ce que je ressentais moi, en fait. Je pense qu'on a vécu la même chose sur ça, par rapport aux sous-entendus et aux interprétations un peu erronées sur le fait de vraiment piquer l'autre, comme tu dis, et de pas forcément de se remettre en question ou d'utiliser le jeu, mais d'être toujours dans le tu et dans l'accusation. Moi, je sais que par exemple, quand j'avais quelque chose à dire, par exemple, je disais, tu m'as fait ça ou il s'est passé ça et du coup, ça m'a donné ça. Mais en fait, c'était vraiment pas en mode c'est toi directement, c'était pas vraiment comme ça que je le disais, mais c'était plus en gros, l'action qui s'est passée, c'est de ta faute en fait parce que je me sens comme ça. Alors qu'au final, maintenant, avec du recul et avec l'expérience que j'en ai, je suis plus du tout dans ce discours-là, mais pendant très 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 longtemps, et je peux même dire encore parfois même maintenant, ça m'arrive d'être dans ce discours-là, d'accuser l'autre en fait. Et je pense que quand on est dans cette phase-là, je pense que c'est parce qu'on n'arrive pas à identifier ce qui se joue en nous. Moi, quand ça m'arrive, et ça m'arrivait énormément, enfin j'étais toujours dans cette phase de communication avant, surtout en couple, et aujourd'hui, ça m'arrive de l'être quand j'arrive pas à identifier ce qui se joue en moi et les émotions que je ressens et les sentiments, etc. Quand on arrive à identifier ce qu'on ressent, on est dans le jeu, dans la perception, dans le ressenti, et donc du coup on est dans la non-violence au niveau verbal, alors que quand on ne sait pas du tout ce qui se joue et on n'arrive pas à identifier ce qu'on ressent, on est dans l'accusation et dans le en fait c'est à cause de toi. Si là ce qui se passe en moi c'est pas du tout agréable et pas du tout confortable, c'est parce que ce que tu dis, du coup ça me chamboule. Complètement, et du coup on en revient sur l'épisode qu'on a fait la semaine dernière sur la vulnérabilité, on en revient encore une fois au même constat, c'est qu'on n'a pas appris à montrer nos émotions, donc on n'a pas appris non plus à bien communiquer dessus, et donc comme on n'arrive pas, comme tu le disais très bien, à ressentir et à conscientiser et à exprimer ce qu'on ressent, c'est plus facile d'accuser l'autre. C'est plus facile de remettre le pouvoir à l'extérieur, encore une fois. On en est encore une fois au même niveau, c'est de reprendre son pouvoir intérieur, et une communication claire pour nous et pour les autres, ça passe aussi par là. Ça passe aussi par reprendre son pouvoir et dire, à ce moment-là, ce qu'il s'est passé, j'ai ressenti ça, je me suis sentie comme ça. Et pas,
tu as fait ça, alors je me suis sentie comme ça. Il s'est passé ça, le fait, j'ai ressenti ça, je me sens comme ça. Par rapport à moi, l'hypervigilance que j'ai et la peur du conflit que j'ai du coup hérité de mon contexte familial, en fait, ça m'a mené du coup à comprendre que toute source de non-communication ou de communication non correcte et non efficace mène à un conflit. Donc en fait, le but, c'est déjà d'appliquer une bonne communication pour à la fin éviter le conflit et que tout soit clair et limpide dans les liens avec les autres. Et puis parfois, moi aussi, j'ai été confrontée dans mon environnement familial, amical, dans mon environnement de travail aussi, à me dire, j'en viens à ne pas du tout communiquer pour justement éviter le conflit. Parce que parfois, la personne qu'on a en face de nous, même si on le verbalise sous notre propre ressenti, n'est pas en capacité et se sent encore une fois accusée. Donc ça aussi, c'est hyper compliqué parce que parfois, on se dit, ben, on a envie de dire ce qu'on ressent, mais en même temps, c'est hyper compliqué parce que le positionnement, on se dit, ben, j'ai pas envie non plus de créer un conflit. Donc finalement, ben, je préfère garder ce que j'ai à dire et éviter le conflit. Sauf que c'est pas la solution, tu vois. Et je pense que c'est plus facile de communiquer ce qu'on ressent et d'avoir une communication non violente et une communication efficace avec quelqu'un qui déjà, elle aussi, est dans l'introspection et dans la bonne communication. Et parfois, ça m'arrive avec des proches qui sont pas forcément dans la communication efficace, du coup, de garder les choses pour moi parce que de toute façon, la personne va être dans les sous-entendus, dans la déformation et de ce que je dis. Et donc, du coup, je fuis aussi la communication et je garde les choses pour moi du peur du conflit. Mais complètement. Et puis je pense aussi, encore une fois, ce que je dis et ce que j'exprime, c'est que tant qu'on est clair avec nous et qu'on communique de la meilleure des manières pour nous, peu importe comment ça va être reçu par l'autre, nous, tant qu'on communique d'une manière qui est claire, limpide, qui est OK avec ce qu'on ressent sur le moment présent, ça m'est arrivé encore hier, pour te dire que c'est très drôle parce que j'étais chez mes parents et ma mère, à un moment donné, me dit quelque chose sur mon père et moi, je lui dis, mais non, maman, tu ne peux pas réagir de cette manière-là parce que quand tu es rentrée dans la maison, tu n'as même pas dit bonjour à papa et tu t'es tout de suite énervé parce que la voiture avait un problème. Je dis pas que je cautionne que papa lève un peu la voix, je dis juste que toi, quand tu es rentré, tu n'as pas pris le temps, en fait, de lui dire bonjour. Et en fait, de lui avoir dit ça, c'était vraiment clairement mon ressenti, moi, que j'avais extérieurement de la situation. Donc, tu vois, là, c'est un exemple concret d'une communication qui ne s'est pas établie parce qu'en fait, émotionnellement parlant, ma mère n'était pas prête à communiquer quelque chose. Mon père n'était pas prêt à le recevoir parce qu'il était tranquillement sur le canapé. Et moi, extérieurement à la situation, j'ai clairement exposé les faits, tu vois. Et je lui ai dit, crois ce que tu veux, moi je t'ai dit juste ce que je pense. Et au sein du travail, est-ce que tu as des choses aussi à partager? Avant d'être entrepreneuse, j'étais responsable de secteur dans l'aide à domicile. Alors là, vous me lancez, ça y est, je suis partie. Je suis restée 3 ans et demi à ce poste, donc j'étais responsable, donc manager, et je gérais une équipe de 35 salariés. Et donc du coup, oui, moi, la communication au sein de mon travail, ça a été quelque chose de très très important pour moi. Quand je suis arrivée au poste, j'avais 24 ans. Je suis passée après une fille qui était là depuis 15 ans. Donc en fait, les salariés qui étaient en poste, elles connaissaient très bien l'ancienne responsable. Et moi, quand je suis arrivée, bonjour, j'ai 24 ans, je vais vous diriger, je vais vous gérer. Il y avait des gens qui pouvaient être ma grand-mère, il y en avait une qui avait 70 ans, qui travaillait encore. Quand je suis arrivée, ça a été assez compliqué de bien communiquer et de me positionner en tant que responsable, parce qu'en plus, je suis arrivée en plein Covid. J'ai été embauchée une semaine après, on était confinés. Donc, j'ai pas rencontré les salariés tout de suite. J'ai dû communiquer via un téléphone, mais du coup, on sait que aussi la communication écrite peut parfois créer des sous-entendus, des malentendus. Et en fait, finalement, petit pas par petit pas, je me suis fait ma place et ma communication, elle s'est fait naturellement en fait au sein de mon travail. J'étais simplement moi et je communiquais comme moi j'aurais aimé qu'on me parle en fait, tout simplement à mes salariés. Et je leur disais aussi le discours qui était le suivant. Pour moi, on est collaborateurs, c'est-à-dire que moi, sans vous, je ne suis rien, vous, sans moi, vous n'êtes rien. Et je pense que tu as eu un bon raisonnement dans le sens où quand on traite quelqu'un, d'avoir un peu cette vision miroir, de se dire qu'est-ce que la personne peut ressentir quand je la traite comme ça, quand je lui parle comme ça. Mais complètement, parce que moi déjà, j'ai horreur qu'on me parle mal, qu'on me donne des ordres, qu'on me dise ce que je dois faire. Enfin, j'ai horreur de ça, vraiment. Donc moi, je ne voyais pas leur dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. Sachant que c'est elles qui sont sur le terrain. Moi, je suis derrière un bureau, je fais les plannings. Donc certes, mon boulot était conséquent. Si elles me disent que d'un bénéficiaire A à un bénéficiaire B, elles ont besoin de tant de minutes ou de tant d'heures pour faire le trajet en bus, c'est pas moi derrière mon bureau qui vais leur dire non mais en fait je suis la responsable, c'est moi qui décide de combien de temps tu vas mettre. De les considérer pour qui elles étaient en termes de communication, de considération, ça a changé mais toute ma gestion et toute ma manière de manager les salariés. J'ai compris aussi beaucoup qu'on ne pouvait pas manager chaque personne de la même manière, que je ne pouvais pas communiquer
de la même manière avec mes 35 salariés. Ma communication était différente à chaque fois. Elle doit s'adapter à chaque fois, oui. Mais complètement, tu dois t'adapter à chaque personne à qui tu t'adresses. Et s'adapter, ça ne veut pas dire se rabaisser ou venir camoufler certaines choses. Non. C'est juste que j'avais des salariés qui étaient beaucoup plus directes, beaucoup plus tranchantes. Ben, avec elles, j'hésitais pas à être beaucoup plus directe et beaucoup plus tranchante. D'autres qui étaient beaucoup plus ouvertes, un peu plus douces, on va dire, un peu plus rondes. Ben là, ma communication était différente. Mais je pense que c'est hyper important à comprendre aussi dans le travail qu'il faut se sentir considéré, écouté, l'écoute active. Si tu regardes et que tu es manager, responsable, je sais pas, je veux pas te donner de conseils, je suis voilà personne, mais juste te donner ce petit tips, être dans l'écoute active. En fait, l'écoute active, c'est écouter, non pas pour répondre, mais écouter pour comprendre. Mais complètement. Et puis quand une salariée arrive avec un problème, elle va s'asseoir, tu vas l'écouter. Mais peut-être que elle, ce qu'elle a envie, c'est pas que tu lui donnes une solution. C'est juste, elle a juste envie de venir et t'exposer son problème. Et moi, souvent, je leur disais, qu'est-ce que là vous attendez de moi à ce moment précis? Est-ce que vous attendez une solution ou est-ce que vous attendez une oreille attentive? Et donc, dans le travail, moi, vraiment, ma communication, elle s'est faite vraiment de manière naturelle. J'ai compris qu'il fallait considérer chaque humain, chaque individu à sa juste valeur et communiquer de manière différente avec chaque personne. Et du coup, je pense qu'on peut parler des piliers d'une communication efficace. Complètement. Est-ce que tu en as déjà toi en tête? Celui de l'écoute active, où on écoute pas pour répondre, mais on écoute pour comprendre l'autre. Je pense qu'il y a aussi la clarté. Je pense que c'est aussi très important de comprendre que quand on exprime quelque chose, il faut qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait de sous-entendus, de choses cachées, de mots un petit peu camouflés. Je pense que quand on veut communiquer de manière claire, il faut y aller droit au but. C'est-à-dire que maintenant, qu'est-ce que tu as envie de dire? Il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, je me sens comme ça. Point. La clarté avec bienveillance. Parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière je suis honnête, je suis authentique, je dis les choses telles que je pense. Et en fait, quand ça arrive à toi, c'est brut de décoffrage, ok, mais c'est d'une violence inouïe aussi. Donc je pense qu'il faut aussi, dans la clarté, mettre la bienveillance. Et ok, on communique, on dit ce qu'on pense, mais il faut jamais oublier qu'en fait, elle est adressée à quelqu'un et qu'elle arrive à quelqu'un. Après, lui, comment il le reçoit et comment il le traite, ça lui appartient. Mais la façon dont on l'envoie, on est responsable de ça. Mais complètement, et c'est pour ça que je te disais que la façon dont on l'envoie dépend aussi de notre gestion, de notre ressenti, de nos émotions. Quand il y a quelque chose, une parole, une communication ou une situation qui m'est désagréable, où je me sens pas bien, même avec Florian pour le coup, hein, je lui dis, là je pense que c'est mieux si on ne se parle pas parce que je pense que je vais dire des choses que je ne pense pas sous le coup de la colère. Donc laisse-moi tranquille 2 secondes et je reviendrai vers toi. Mais là pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de communiquer avec toi. Avant, j'aurais été dans le crescendo, on monte chacun au credo et voilà quoi. Ouais. Et du coup, dans ce style-là, il y a l'authenticité, le fait de oser exprimer ses émotions. Et je pense que du coup, on en revient au sujet de la semaine dernière qui était la vulnérabilité. On accepte aussi cette authenticité et on arrive à mieux communiquer. Mais oui, et ça, c'est vraiment pour nous les piliers qui sont très importants, mais il y a aussi également l'alignement verbal et non verbal. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui va dire quelque chose, mais finalement son corps et son non verbal ne suivent pas forcément et c'est pas vraiment aligné, je pense que du coup la communication est un peu biaisée. Toujours avoir cette justesse dans ce que je dis, comment j'agis et ce que je fais en fait. Et je pense qu'il faut aussi d'assurer que la personne soit OK plus en communication et nous en OK plus. Et quand nous, on est en OK moins, du coup, arriver à se remettre en OK plus. Et quand la personne en face, elle est en OK moins, arriver à la remonter un petit peu. Et je pense que du coup, ça, tu l'as déjà vécu dans le management et moi, du coup, aussi avec mes salariés. Le fait d'être OK dans la communication, que chacun est égaux, même si on n'a pas les mêmes responsabilités, chacun a des responsabilités et chacun a des devoirs. Et donc, d'assurer que chacun communique correctement et reçoit les messages correctement. Complètement. Et puis moi, il y a quelqu'un qui m'a énormément aidé. J'aime beaucoup Thomas Dazenbourg. Je ne sais pas si tu le connais. Je connais, oui. Mais il parle énormément de communication non violente. Et moi, vraiment, je suis allée le voir du coup en conférence avec ma mère et ma sœur. Je leur avais offert pour leur anniversaire. Et franchement, il est incroyable parce qu'il explique très justement cette manière-là de communiquer. Et je pense vraiment que ça devrait être même enseigné dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Parce que pour moi, c'est une des clés en fait de notre stabilité, de notre équilibre, de notre harmonie intérieure. Parce que vraiment de communiquer de manière non violente et dans ce qu'on ressent et dans l'expression de nos émotions, il n'y a pas meilleur en fait. Mais ça part aussi de cette gestion et de cet apprentissage à justement comprendre, mettre le doigt aussi sur nos émotions et sur ce qu'on ressent. Et ça, malheureusement, on a encore, je pense, beaucoup de retard. En fait, je pense qu'il faut déjà juste se dire que la communication non violente et le fait de permettre à un enfant d'exprimer ses émotions et de les identifier, il n'y a rien de Montessori ou de choses à pointer du doigt. C'est la base pour qu'un enfant, une fois adulte,
puisse identifier ses émotions et communiquer sainement. Complètement. Et puis voilà, comme tu disais, les émotions, c'est la base. Je pense que si on n'arrive pas à identifier nos propres émotions, on n'arrive pas à communiquer de manière saine, de manière non violente, en fait, tout simplement. Et dans les outils, du coup, d'une communication efficace, on peut du coup rajouter l'alignement langage corporel. Parce qu'en fait, le ton et le langage corporel sont énormément importants dans une communication. Et en dernier point, je pense qu'on a la reformulation, du coup, pour s'assurer que la personne en face, on a bien compris la personne qui communique avec nous, quoi. Et puis souvent, on parle de communication, on pense que c'est uniquement la communication avec les mots. Quand je suis dans la rue ou quand je vais dans des cafés pour travailler, parfois je fais un sourire à quelqu'un. Pour moi, c'est une forme de communication. Mais énormément, bien sûr. Quelqu'un qui va me faire un sourire, qui va me tenir la porte, qui va avoir une attention envers moi, avoir un geste. Voilà, encore une fois, j'en reviens à ce que je disais par rapport au travail, une considération en fait. C'est considérer l'autre aussi. On peut parler de plusieurs points où on peut se responsabiliser dans la communication. Quand on observe, en fait, on dit j'ai remarqué que. Quand on ressent, je ressens que. Quand on a un besoin, j'ai besoin de. Et dans une demande, est-ce que tu peux remplacer le tu, donc l'accusation, par le je qui est la responsabilisation. J'ai passé une sale journée, j'ai besoin que tu t'assieds à côté de moi sur le canapé et que je te raconte un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma journée et juste que tu m'écoutes et que tu m'entoures. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment les piliers pour moi fondamentaux d'une communication et vraiment la ligne de conduite à tenir pour arriver à communiquer au mieux en fait. Je pense que dans un couple où la communication n'est pas efficace ni envers l'un ni envers l'autre, le temps que la communication devienne saine et non violente, il en passe du temps. Et je pense qu'il faut aussi se déresponsabiliser un petit peu ou mettre moins de pression là-dessus, de se dire « Ok, j'ai écouté le podcast ou je m'intéresse à la communication, demain dans mon couple, on communique super bien. » En fait non, il y a le temps aussi qui joue, le fait que chacun se raccorde un petit peu et progresse dans la communication et puisse aussi évoluer là-dedans. Moi au début, je ne savais pas du tout identifier comment je me sentais et du coup j'étais très souvent mal, etc. Parce que en fait, du moment où déjà on identifie ce qui se joue en nous, la pression ou le sentiment diminue. Et donc du coup, j'étais toujours dans l'attaque et je savais même pas pourquoi en fait je l'attaquais et pourquoi en fait j'arrivais même pas à expliquer ce que j'avais besoin. Et du moment où Yann, il a été un petit peu plus dans OK, j'arrive aussi à identifier ce qui se joue en toi et j'arrive aussi à identifier ce que tu as besoin, du moment où moi j'arrivais aussi à l'exprimer plus tard, en fait, la communication, elle devient bien plus limpide et bien plus efficace. Le podcast repart pour 1 heure parce que là, elle m'a lancé sur un sujet. Ça fait très longtemps que je suis avec mon chéri. Je me suis mis avec lui, j'avais 15 ans. Et donc, la communication a été vraiment un des piliers de travail, clairement. Ah, mais clairement. Et je pense qu'il l'est encore. Beaucoup moins. On est vraiment sur un axe d'amélioration plus. Mais il y a des moments où c'était hyper compliqué. Mais parce que, encore une fois, il n'était pas non plus à l'écoute de ce que moi j'avais besoin et moi je n'arrivais pas à identifier en fait ce que j'avais envie d'exprimer. Et ça pendant tellement longtemps. En plus avec cette blessure d'abandon que j'avais, lui était dans un schéma où il sortait tout le temps, donc du coup moi j'étais toujours dans l'accusation. Bon bref, c'était vraiment le serpent qui se mordait la queue, mais on a passé des moments, mais tu peux pas t'imaginer. Si, je peux m'imaginer, étant donné que je pense que j'ai vécu la même chose. Parce que moi, toi tu t'es mis en couple à 14 ans, moi à 16. Donc on était un petit peu dans la même période, aussi de l'adolescence en plus, donc c'est très remuant émotionnellement. Et je pense que oui, il y a énormément de temps qui passe. Moi, ça fait 7 ans que je suis avec lui. Et je pense qu'il faut arrêter de se dire, en fait, c'est pas bien, il faut qu'on arrête là. Non, il y a du travail à faire. Et si les deux ont envie de bien communiquer, ça peut le faire. Par contre, avec la famille, c'est différent et les amis, c'est, je pense, un peu plus difficile parce que déjà, il y a plusieurs opérateurs. Mais je pense que si au sein du couple, on arrive déjà à établir une communication non violente, saine, bienveillante, etc., je pense que déjà, par rapport à l'extérieur, on arrive à avoir un meilleur cocon et un cocon plus confortable, plus ressourçant. Et puis, je pense aussi qu'il faut juste en fait se laisser tranquille. Moi, ça m'arrive encore souvent. Il y a des périodes où on n'arrive pas du tout à communiquer. Et nous, pour le coup, notre spécial avec Florian dans le couple, c'est quand on n'arrive pas à se parler, on ne se parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, chacun est de son côté, dans la maison, dans la pièce. Ah oui. Comme on sait qu'en fait, on ne va pas arriver à communiquer, on préfère ne pas se parler pendant un petit moment. Et après, comme du coup, on n'est pas du tout rancuniers tous les deux, on revient comme si rien n'était, quand c'est bien sûr c'est des petits soucis pas graves. Alors qu'avant, on était toujours dans celui qui enchérissait encore plus. Maintenant, parfois, on arrive, on ne se parle pas parce qu'en fait, on sait qu'on va s'agacer et c'est pas le but en fait. Et c'est juste ok aussi. Moi, il y a des fois où on communique très bien et il y a des fois où c'est horrible. Et il faut juste le dire en fait que c'est ok, il n'y a pas de problème. Nous, on utilise l'humour. Tu vois, quand on se rend compte que la communication, il n'y a rien qui va,
bon, déjà, il y a un petit temps où on est un peu agacé, etc. Et en fait, après, on met l'humour dedans et on essaie de se dire, allez, c'est pas pour maintenant, on reviendra sur le sujet plus tard, mais on sait que ni l'un ni l'autre n'arrive à exprimer ce qu'il ressent ou ce que l'autre a besoin, etc. Donc, du coup, l'humour aussi, ça permet un peu de détendre aussi le truc, de se dire, il y a des problèmes, parfois plus graves que d'autres. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu lâcher du lest, le fait que en fait, la communication ne peut pas toujours être parfaite, parce qu'on peut aussi être souvent en désaccord avec nous-mêmes et parfois pas hyper bien alignés. Et donc, ok, on lâche, comme toi tu fais un peu de distance ou un peu d'humour, et après on revient et ça va mieux. Pour être honnête avec vous, on était hyper stressés à l'idée de faire cet épisode. On a recommencé plusieurs fois, Oui, c'est vraiment. vrai. Et là, on est trop contente parce que finalement, en fait, on avait des choses à dire. C'était juste trop bien parce qu'on a exprimé tout ce qu'on avait envie de dire. Et on est très contente du coup d'avoir réussi à vous tourner cet épisode. C'était pas gagné, hein. Est-ce qu'on peut parler de notre collaboration qui arrive la semaine prochaine, Rachel? Mais bien sûr, vu que nous sommes sur le sujet de la communication, on va leur dire ce qui se passe pour nous. Vas-y, je te laisse. Alors du coup, on a contacté un studio d'enregistrement qui vient d'ouvrir à la Garde, qui est Solario Place. Et donc, on a signé une collaboration avec eux pour les prochains épisodes. Donc, on a hâte de vous montrer tout ça, de vous montrer les décors, que la direction artistique s'améliore également, parce que le décor, le son, l'image, tout va s'améliorer. Et donc voilà, on a trop hâte de vous présenter ça. Et puis vraiment, on est très contente parce que on a été accueillis vraiment très très chaleureusement. Hier, on a eu vraiment un échange hyper enrichissant, constructif avec Leïla, Seb et Jeanne. Et vraiment, on les remercie parce que sans eux, finalement, la collaboration n'aurait pas pu avoir lieu. Et en fait, je pense encore une fois, une des clés, c'est d'être nous, authentiques. Comme on disait avec Emeline, on est arrivé avec nous qui on était. On leur a exposé notre projet. On ne s'est pas vendu plus que ça. On a juste parlé en étant nous-mêmes, authentiques, spontanés et eux aussi, et on était vraiment dans un échange d'énergie, et je pense que ça s'est ressenti, et c'est pour ça que du coup la collaboration a pu se faire, et donc du coup on a vraiment hâte, parce que là on est dans mon salon en fait depuis 3 semaines. Ouais. Bon, mon canapé est confortable, mais je pense quand même que ce sera quand même, le setup sera quand même un peu mieux là-bas. Ce sera plus confortable pour eux, je pense, du coup, de nous écouter et de nous voir. Complètement. En tout cas, on espère vraiment que cet épisode vous a plu. Nous, on a été très contente de vous partager ce sujet sur la communication. Et on vous dit à la semaine prochaine dans un nouveau décor. À la semaine prochaine, des bisous! Gros bisous!